présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Simon Trudeau, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Bonjour à la maison, bienvenue au Geek Contre-Attaque, édition du 21 décembre 2013. Donc, bonjour en studio. Donc, cette semaine, je suis accompagné tel que modifié dans l'introduction par Monsieur Simon Trudeau. Bonjour, Prof. Trudeau. J'ai droit à ma propre modification, j'en suis très heureux. On n'avait malheureusement pas assez d'espace pour changer des noms pour Monsieur Philippe Jacques. Salut, Phil. Non, car je ne suis pas à la mise en onde, je suis à la co-animation. Alors, bonjour tout le monde. Et à la mise en onde, on l'a dit déjà, le légendaire Mikey G, même un saint homme. En chair et en os, mesdames, messieurs. En chair et en os, en noir et blanc, on commencera pas à chanter. C'est pas un bon moment. Donc, dernière émission avant Noël. Hey, je suis tout excité. Le Père Noël s'en vient, il gagne. Oui, le Père Noël s'en vient. Donc, on va laisser de côté un petit peu Noël. On va y revenir un peu plus tard en émission. Je dirais qu'on pourrait commencer à voir qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Et c'est parti. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Geektualisons en cœur. Oui! Donc, cette semaine, il s'est quand même passé plusieurs choses. J'ai aussi des petits détails de semaines précédentes parce qu'à chaque semaine, j'ai jamais le temps de finir ma pile. C'est quand même agréable de savoir ça. Trop de stock. Beaucoup de nouvelles geeks. Oui, et on pourrait commencer peut-être avec un peu de BD. Ça a été annoncé dans les dernières semaines, mais on n'était pas encore allé là-dessus. Joseph Gordon-Levitt vient d'être annoncé pour faire une adaptation de la bande dessinée Sandman de Neil Gaiman au grand écran, à l'écran d'argent. Enfin. Parce que après, ça fait plusieurs années que la propriété de Sandman est dans les limbes, que Neil Gaiman est pour un projet, mais veut avoir quelque chose de qualité, puis il y a jamais rien qui est proposé qui lui convient ou qui convient au producteur. Je suis content de savoir que au moins il y a quelque chose qui va de l'avant. Je sais qu'il y avait une nouvelle série de bande dessinée qui s'en venait. Est-ce qu'elle avait déjà commencé ou j'ai oublié de suivre ça complètement? Le nouveau Sandman, j'en sais trop rien. En fait, moi dans ma tête, ça n'a jamais vraiment arrêté. Il y en a toujours eu des nouveaux à chaque année quasiment. Mais si je comprends bien, on parle pas du Sandman de Marvel. Non. Ici, on parle de Morpheus, le maître des rêves. D'accord. Qui, lui et sa famille, c'est des concepts abstraits, une vie de famille, bien sûr, la mort et puis tout cela, qui, eux, doivent, dans le fond, vivre la métaphysique de l'existence de l'humanité. C'est un des classiques de la bande dessinée. Donc, oui. Si vous avez pas lu ça, tape sur les doigts et allez lire ça dans le temps des fêtes. C'est une belle lecture de chevet. C'est disponible dans la majorité des systèmes comme Comixology, ou vous pourrez probablement vous commander ça sur Amazon très facilement, ou dans votre meilleur BD shop local. Allez les encourager à me savoir de l'amour. Comme quoi, même les concepts abstraits incarnés aiment avoir de l'amour à Noël. Exactement. Sinon, Monsieur Boucher. Oui, ici, je ne sais pas qui est la personne en tant que telle, parce que c'est juste un écrivain, mais un auteur. Warner Bros. Vient d'annoncer un nouveau projet. Une nouvelle adaptation cinématographique, on parle encore de cinéma, de L'île de Gilligan, le film. Mon Dieu! Version 2014, 2015, 2016. Ça m'intéresse pis non en même temps. Moi, je vis dans un peu de terreur à penser à ça. Ouais, moi aussi. Comment ça peut marcher, l'île de Gilligan, en 2014-2013? Je veux dire, ça prend exactement 3 secondes avant que quelqu'un les localise sur Google Maps. À moins L'île d'être de Gilligan avec des guns Puis des en noix de GPS, coco. Des GPS. à moins d'être sur l'île de Lost. Oh, Ah, ben là. crossover. Fait qu'à date, ils ont principalement recruté la personne pour écrire le texte. On parle ici de Josh Gad, qui a fait le Book of Mormon. Il a fait aussi Jobs. Donc, je sais pas jusqu'à quel point il est bien en plus pour faire un film comédie aussi comédie absurde et simplette que L'île de Gilligan. Mais j'ai hâte de voir qui vont caster pour Marianne et puis pour Surtout Gilligan. Gilligan. C'est Gilligan qu'on veut savoir. Là, Il aurait fallu pour Gilligan, lui qui faisait Ernest. Oui, oui. Les grands esprits se rencontrent, Mikey. Jim Varney. Exact. Mais malheureusement décédé depuis plusieurs années. Ouais. Oh. Pauvre Ernest. Bon, ben, Les trolls l'auront finalement eu. Ernest mange les pissenlits par la racine. il pourrait aussi... Bon, c'est... Excellent.
Sinon, j'allais dire, il pourrait toujours le refaire en 3D pour le mettre dans le film, mais c'est tellement pas une bonne idée qu'on ne dira pas avant qu'il décide de le faire pour de vrai. Donne-leur pas des idées, ils en ont en masse. Sinon, on parle temps des fêtes, on parlait de temps de lecture tantôt. Comment choisir le terme un éditeur, l'éditeur suédois qui possède les droits de la série Millennium, donc La fille avec le tatou dragon, viennent d'engager un auteur pour faire des suites. Des suites à Millennium. Post-mortem à l'auteur qui lui-même, Stieg Larsson, qui était mort avant même la sortie du dernier. Ouais. Donc, je sais pas ce que ça va donner, ça me fait un petit peu peur. Je sais pas s'il va s'intéresser un peu à la version de Daniel Craigienne. Aussi, ça me fait penser justement à, tu dis que t'as peur un peu, mais les James Bond, quand Fleming est mort, il y a plusieurs auteurs qui ont repris le flambeau et souvent, à ce que j'ai entendu parler, souvent avec brio. Donc peut-être que ce sera la même chose ici. C'est une tradition qui est littéraire qui existe depuis des années. Je veux dire, même Lovecraft, une grande partie de ce qu'on connaît de l'œuvre de Lovecraft vient pas de Lovecraft lui-même, mais de ses successeurs là, qui ont parfait l'univers, qui en ont fait quelque chose de tantôt plus défini, puis ça donne tantôt des résultats un peu moindres, en fait, pour être euphémistique, c'est pas un mot qui existe. Faut faire des euphémismes. De toute façon, le polar suédois est rendu presque un sport national là-bas, donc il y a beaucoup de chances qu'on soit capable de trouver un auteur qui va remplir les chaussures avec brio ou du moins compétence. Remplir les chaussures. Ben oui, les chaussures d'un écrivain. D'accord. Tu veux dire, t'écris pas nu-pied? Non, effectivement. Bon. Il faut remplir ses chaussures. Exactement. Si possible, de mystère. Voilà. Et voilà. Une chaussure pleine de mystère. Voilà ce qui vous attend dans votre bonne Noël. Parlant de nous attendre, voudriez-vous recevoir un hamburger livré directement à vous? Voici votre hamburger livré pour vous. On parle d'hamburger, je suis preneur. OK. En plus, voudriez-vous que votre hamburger vous soit livré à 87 000 à l'heure? Dans des tubes pneumatiques? Eh ben, pourquoi pas? 1 000 à l'heure de plus et il voyage dans le temps. Oui. Un café en Nouvelle-Zélande ont pris les systèmes de tubes pneumatiques qu'on voit souvent dans les films pour faire de la messagerie dans des gros buildings. Ouais. Et ils s'en servent pour envoyer des capsules repas. À l'intérieur de ces capsules-là, vous avez un hamburger avec frites et puis c'est livré justement au bureau autour du café lui-même. Donc, vous passez votre commande par téléphone, il vous charge probablement par téléphone et il vous envoie un burger directement par pneumatique à 90 000 à l'heure. Il vous le garoche directement dans votre face. Là. Exactement. Il y a pas un risque que la compression fasse que l'hamburger et les frites se mélangent et deviennent une autre entité complètement différente. Moi, ça serait bien. Comme Mikey a dit, moi j'aurais plus peur que mon burger voyage dans le temps. Ouais. que tu l'obtiennes après l'avoir mangé. Ou qu'on retrouve des dinosaures morts de manger trop de hamburgers. Ah oui. Parce que toutes les capsules tomberaient à la même place dans le Crétacé. Enfin, un bon Bronto Burger, là, depuis le temps qu'on en rêve. Ben oui, depuis les pierres. Vous étiez pas des fans des pierres à feu? Bon, Colin. Ben oui. On les tous. Un autre petit quelque chose qui a fait les tours des internets, je vais vous mettre la vidéo sur la page des geeks plus tard dans la journée. Mais on parle de cadeaux de Noël, on parle de Noël. Qu'est-ce qu'on pense le cadeau ultime que moi j'avais quand j'étais jeune? C'est peut-être pas pour vous, mais moi c'était des Legos. Je recevais toujours des boîtes et des boîtes de Lego. Eh bien, il y a un homme qui a fabriqué une voiture en Lego qui fonctionne avec un moteur avec des pistons en Lego. Donc, c'est un véhicule purement en Lego qui fonctionne avec 500 000 pièces de Lego, qui peut aller de 20 à 30 km/h. Mais ils vont pas trop vite parce qu'ils ont peur que ça fasse une explosion de Lego. Imaginez les dangers de se promener dans le quartier s'il y avait des morceaux de Lego partout dans les ruelles. C'est un apocalypse. C'est magnifique quand même. Monté en Roumanie, puis avec, je vous enverrai le vidéo, mais c'est une belle petite machine. Ça fait penser à un flash que limite Buster avait déjà fait une boule immense de Lego et il l'avait fait dévaler une pente. Ça avait pris à peu près 5 mètres avant qu'elle justement se désagrège dans la rue de façon incroyable. Et d'ailleurs, ça a causé l'idée originale du jeu Katamari Damacy. Oui. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que cet inventeur, avec cette invention farfelue, doit avoir une enflure de Lego. Oh! Merci. Je suis vraiment content depuis qu'on a fait rentrer le drummer à l'émission. J'aime bien que le batteur en arrière soit en train de faire de souligner. Il sait juste faire des rimshots, mais il est fait bien. On n'a pas besoin de plus. Il coûte cher, mais je pense que ça vaut la peine. Écoutez, pour payer la batterie et la trompette, ça prend quand même un petit budget. Ben oui.
Ben, on aurait pu prendre un homme orchestre, mais plus sont condensés, plus sont dispendieux. Ouais. Ça a été prouvé. Donc, en Lego. Moi, ça fait un petit peu le tour rapidement des petites geektualités. Je veux qu'on se garde du temps. On a quand même beaucoup de choses aujourd'hui en studio. Donc, beaucoup de gens surtout. On pourrait faire une transition en musique. On pourrait passer tout de suite en musique. Ça va nous laisser plus de temps avec Monsieur Trudeau. Alors, donc, oui. La chanson de la semaine! Voilà. Excellent. Donc, qu'avons-nous sous la dent? Oui, c'est laquelle que nous avons sous la dent? Gracieuseté de Philippe Jacques, mesdames et messieurs. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé en studio de jeux vidéo, alors je vais combler ce manque musicalement. Alors, j'ai une chanson tirée du jeu GoldenEye au Nintendo 64. C'est tiré du tableau qui s'appelle Water Caverns. Donc, on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. À CKRL 89.1.
Sortez vos remote mines et vos lance-roquettes. Faites exploser des chaises en tirant dessus. Oui, tellement. Voilà Puis des le tables. monde tel que je l'ai conçu en jouant à GoldenEye. D'ailleurs, si vous jouez à GoldenEye, portez attention à un des méchants. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Un des sprites de méchants là, me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça en est épeurant. Bon, on va aller googler cela Oui. au retour à la maison tantôt. Donc, vous êtes de retour au Geek Contre-Attaque à l'antenne du CKRL 89.1, la seule émission où nous ne torturons pas des pieuvres en studio pour augmenter les codes d'écoute. On attend après. Oui. Pour augmenter notre appétit. Maintenant, Donc, oui, je pense Entrons qu'on dans le vif du sujet. présentons un ami. Allons-y. C'est maintenant l'heure du cours Geek Sir avec le professeur Simon Trudeau. Air Doctor est dans la place. Ah, il y avait longtemps qu'on ne s'était vu, chers amis et pauvres mortels, car j'étais moi-même loin de cette dimension. J'étais parcouru recueillir des informations dans les autres réalités. Oui, t'as eu le malheur de marcher dans un pentagramme puis on t'a banni vers un univers parallèle. Oui, et effectivement, mais je suis revenu grâce aux tubes pneumatiques qu'ils utilisent en Nouvelle-Zélande, qui ont D'ailleurs, voyagé dans le temps et m'ont ramené en même temps qu'un hamburger et des frites. C'est pour ça que tu sens le substitut de fromage fondu. Et voilà. Messieurs, mesdames, geeks et geekettes... Et robots en déguisement. Oui, bien entendu. Nous approchons, en fait, que dis-je, nous approchons, nous sommes à l'orée du temps de Noël, des fêtes, et je sais, comme chacun d'entre vous, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais acheter? Et en plus, si parce que, bien entendu, j'ai pas fait mes courses avant. Ah ouais, parce que je veux dire, on repousse toujours ça à la dernière minute. Oui. Ça vaut la peine quand même, parce que les meilleures affaires sortent comme 5 minutes avant Noël. En tout cas, sur Amazon, c'est comme ça que ça Oui, fonctionne. puis le Boxing Day commence dans quelques heures. Exactement, c'est surtout ça. Et puis si vous êtes comme moi et vous connaissez d'autres geeks et vous êtes mal pris parce que on cherche toujours à offrir à ses amis geeks et amis geekettes quelque chose qui va stimuler leur esprit geek, quelque chose qui va stimuler leur curiosité, mais Comme une voiture en Lego géante. comme une voiture en Lego géant. Mais comme ils sont geeks, il y a de fortes chances pour qu'ils aient déjà tout vu, qu'ils connaissent déjà tout. Alors, j'ai pour vous une solution, puisque j'ai l'intention de vous compiler mon top 5 des films de science-fiction, et je vais avoir quelques petits bonus à la fin de ça, de science-fiction de 2013, qui sont remarquables, mais qui n'ont pas été vus, ou qui ont été largement ignorés par tout le monde. Alors, j'ai un top 5 compilé par ordre de qualité, d'importance, et aussi d'inconnucité. Donc, on parle de succès silencieux. Ce sont des passés succès, sous un radar. ce sont des succès silencieux, ce Succès sont silencieux. des succès silencieux qui ont complètement évité notre détection et qui se retrouvent aujourd'hui. La plupart sont déjà en DVD. Sinon, il y en a qui sont au cinéma Un encore. DVD. Ah, ça s'offre bien à Noël, mieux qu'un download. Oui. Alors, Il y a quelque chose dans l'acte de donner. Voilà. Alors, on va commencer par le plus connu, sans doute, de ceux-là. qui Alors, est le numéro veuillez 5. m'introduire. Oui. Numéro 5. Eh bien, en 2013, nous avons eu droit à la conclusion d'une trilogie qui avait été commencée il y a de ça plusieurs années et qui avait accroché le cœur des geeks un peu partout dans le monde. J'ai Oh bien oui. entendu nommé la Cornetto Trilogy, la trilogie des Cornetto, qui a été démarré par le trio de Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost. Ces 3 illustres Britanniques qui ont commencé leur ravage avec Shaun of the Dead il y a déjà quelques années, qui l'ont poursuivi 3 ans plus tard avec Hot Fuzz et qui cette année ont complété leur trilogie. Ce n'est pas une vraie trilogie, c'est simplement une collaboration sur des thèmes assez qui sont en corrélation. C'est des variations sur des thèmes similaires. Et donc le film dont je vous parle aujourd'hui, c'est At World's End. Bon, on pensait que The World's End, pardon. At World's End, ça c'est le 2e Pirate des Caraïbes, Oui. le 3e Pirate des On Caraïbes. parle pas du même niveau de qualité. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est World's End? Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont vu? Oui. Moi. Parfait. On commence par le plus connu dans la gang, donc. Le World's End, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, c'est l'histoire de Gary King, qui est le personnage de Simon Pegg, qui s'en va retrouver ses anciens amis de collège pour faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais été capables de compléter durant leurs années de collège, qui est de faire un pub crawl, c'est-à-dire La tournée des tournée des Grands-Ducs. bars. Oh, les Grands-Ducs, oui, c'est vrai. La c'est tournée le bon des terme. Grands-Ducs en Grande-Bretagne, on appelle ça le pub crawl parce que
c'est bien entendu le pub, et de faire le pub crawl de leur ville d'enfance, et de parcourir et de prendre une pinte dans chacun des pubs de la ville avant d'arriver au dernier qui est le World's End, la fin du monde. Hein? Ils en ont 12 à faire. Et bien entendu, ça commence comme une espèce de, on s'attend à ce que ce soit une espèce de virée, une espèce de lendemain de veille. Road trip avec des anciens amis que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Bref, Hangover 4. Mais c'est pas ça du tout, parce que au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire leur tournée des Grands-Ducs, ils se rendent compte que la ville et possiblement le monde est en train d'être absorbé et remplacé par des robots, des facsimilés robots. Et donc, c'est pas des robots. Ce sont des duplicats. Ce sont techniquement des duplicats qui sont des espèces de robots extraterrestres. Et donc, ils vont se retrouver en pleine invasion extraterrestre, mais vont tenter tant bien que mal, contre vents et marées, de poursuivre leur tournée des Grands-Ducs pour arriver finalement à ce pub ironique qui est The World's End, la fin du monde, oui, où on aura la culmination tant de leurs efforts, parce qu'ils sont de plus en plus sous, et de plus en plus envahis, et on va voir la culmination de leur personnage et à la fois de l'invasion. Qu'est-ce qui va arriver avec cette invasion-là? C'est très intéressant comme film, surtout si vous aimez le style de Edgar Wright. J'adore le style de Edgar Wright. C'est écrit avec aplomb, les personnages se relancent, les dialogues sont extrêmement dynamiques. Et en plus, si vous êtes du genre à vouloir scruter le film, vous pouvez faire le parallèle entre chacun des pubs qu'ils visitent et le moment où ils sont rendus dans le scénario et ce qui se passe dans le pub. Le nom de chaque pub correspond aux événements qu'on y retrouve. C'est vraiment un jeu assez intéressant à faire en plein temps pour l'analyse cinématographique. Wow. Oui, wow. Ça, c'est le premier. Maintenant, le temps... Oui? Je voulais juste dire, moi, je l'ai vu en sachant pas que ça allait virer en film de science-fiction. Je me suis dit, bon, ça va être excellent, mais je m'attendais vraiment pas à ce revirement. Et quand c'est arrivé... moi, ma copine, on s'est regardé, on a fait waouh, ça va vraiment virer de façon incroyable, et ouais, vraiment un bon film à regarder. J'avais pas des attentes super hautes parce que je voulais pas mettre ça super haut comme attente puis que ça s'écroule parce que c'était moins bon que les deux autres. Mais non, c'est un film qui respecte pas mal l'esprit des deux autres. Alors je le recommande moi aussi fortement. Absolument, c'est un film qui a été c'est un film qui a été bien reçu. Il y a eu quelques critiques qui ont été logées. On dit que c'est le moins bon de la trilogie, mais quand même c'est discutable. On peut s'ostiner longtemps. Oui, maintenant numéro 4. Le numéro 4, un film qui a été probablement vu par les geeks plus fascinés par l'Orient que les autres. Il s'agit du film Snowpiercer, réalisation de Bong Joon-ho, qui n'est pas John Woo, qui est Joon-ho, je devrais dire. Pardonnez-moi, je m'excuse, je viens d'insulter la famille de plein de monde en Asie. Il y en a beaucoup de monde dans ces familles-là. Ils vont t'attendre chez toi. Ils nous écoutent tous. C'est une coproduction coréenne-américaine, et ça a été tourné en France et à Hong Kong. En fait, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et en Corée du Sud, pardon, pas Hong Kong. Oui, il faut spécifier aussi Corée du Sud. Oui. Parce que juste dire coréenne, oui, d'accord. Je suis intéressé de voir un film nord-coréen, personnellement. Il y en a et ils sont glorieux. Je pense que la pyrologie devrait s'y intéresser. Il y a un film propagandiste nord-coréen. Mais ce n'est pas celui dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Snowpiercer? C'est un film qui se passe tout à bord d'un train, alors que le globe terrestre est recouvert d'une couche de glace, puisque nous entrons dans une nouvelle ère de glace, et la façon dont tous les habitants se sont rassemblés autour d'un immense train qui voyage sur une voie ferrée qui passe à travers les neiges, les glaciers et tout ça, et qui est classé par wagon. Donc il y a une certaine ordre de classe sociale, une hiérarchie. À partir de la tête du train jusqu'à la queue du train, vous êtes dépendamment du wagon auquel vous appartenez, vous êtes dans une classe sociale. Et c'est l'histoire d'une révolte prolétaire qui va se dérouler à l'intérieur du train, alors que qu'un groupe de rebelles va tenter d'atteindre la tête du train. C'est jamais une révolte de l'élite. Regardez dans les films. Ceux qui ont tout ne se révoltent jamais contre ceux qui ont rien. Là, ici, on peut voir un pattern.
on peut le voir et on peut l'expliquer assez facilement. En fait, c'est... Ils ont déjà tout. Je veux dire, quand t'as un Xbox, qu'est-ce qui te reste à avoir dans la vie? 2 Xbox. 2 Xbox, ouais. Donc, c'est ça. Alors, c'est une espèce de version coréenne un peu trash de Hunger Games. Sauf que ça pourrait s'appeler Railway Games, où ce que toutes les personnes essayent de... Il y a une véritable migration, où ce qu'on part de la classe inférieure dans les wagons de queue jusqu'à la classe supérieure dans les wagons plus vers l'avant, vers la quasiment sacro-sainte locomotive qui tire tout ça. Est-ce que c'est une révolution armée ou c'est à coup de poing? C'est dans un train. Il y a des armes, mais c'est coréen. Fait que c'est essentiellement des kung-fu, du kung-fu des objets. Et étonnamment, le personnage principal est joué par Chris Evans, qui est Captain America. Donc, c'est des acteurs. Il y a John Hurt là-dedans. Il y a Ed Harris là-dedans. Il y a plein d'acteurs qui sont extrêmement connus à l'extérieur et qui ont été recrutés par on va appeler ça les élites cinématographiques coréennes pour jouer dans ce film-là. C'est un petit bijou de science-fiction, d'anticipation. J'ose pas dire anticipation trop fort, mais c'est un petit bijou de science-fiction comme on en voit plus beaucoup. Il me reste avant la pause, il me reste pas beaucoup de temps. Donc, Snowpiercer, un excellent film. Tourné à 80% des acteurs sont anglophones, sont américains ou anglais ou etc. Et il y a quand même des personnages, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont asiatiques et beaucoup de bastons qui se passent à échelle de points. Le top 3 des films à voir après la petite pause. Oui, donc on vous revient dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque à l'antenne du 89.1. Bonne pause. Pour 25 piastres, devenez membre, pis gagnez le bon Noël qui est rendu à 1000 piastres. Appelez à chez KRL puis demandez le poste 207. Merci à Papote, Popote et Potin, 1501 chemin de la Canardière, au Théâtre Petit Champlain et sa grande veillée d'antan du 28 décembre, à l'Anglois Opticien 337 Saint-Joseph-S, au Coureur Nordique 141 chemin Sainte-Foy, à Timon et Merveille et à la boutique Point d'exclamation 762 rue Saint-Jean. Grouille-toi, on prend cash ou Visa. 88 640 25 75 poste 207. Joyeux Noël. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorsey au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous ne savez pas quoi faire dans la nuit du 24 décembre ou vous cherchez une bonne émission radiophonique pour accompagner vos célébrations? L'animateur Éric Dussault vous accompagnera dès 21h. La musique diffusée devrait satisfaire vos goûts, peu importe votre nationalité. À cette occasion, vous pourrez saluer vos proches et leur faire part de vos souhaits de Noël. Des cadeaux seront attribués aux auditeurs qui se manifesteront auprès de l'animateur, que ce soit par téléphone ou par courriel. Alors, vous avez noté? La veillée de Noël de CKRL débutera dès 21h. En manque d'idées pour vos cadeaux? Le Cercle a ce qu'il vous faut. Une panoplie de spectacles à venir pour la saison d'hiver 2014 sont présentement en vente sur lepointdevente.com. Mara Tremblay, Betty and Steph, Random Recipe, Alex Nevsky et bien d'autres. Vous aimeriez offrir la cuisine du Cercle à Noël? Pour seulement 35$, on vous fournit un superbe emballage cadeau fait à la main contenant betterave rouge marinée, une recette spéciale de vinaigrette au canneberge, des meringues maison et une carte cadeau du Cercle d'une valeur de 20$. En quantité limitée, faites vite. Disponible à l'accueil au Cercle. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du Marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huard, quelques ours polaires, ajoutez un chèque que vous signez généreusement, mettez 1 ou 2 zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez
Les besoins sont grands. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! De retour au Geek contre-attaque. Oui. Nous étions, je crois, dans un top 3 avec vous. Oui, des films obscurs que vous n'avez peut-être pas vus en 2013, mais qui mériteraient vraiment votre attention. J'étais rendu, on avait fait les deux, la position 5 et la position 4, donc respectivement. Si on suit la logique, on est rendu au numéro 3. Oui, donc on avait parlé de... On a juste à le mentionner et ça part tout seul. Ouais, faut pas dire trop de chiffres dans cette émission-là. Donc, après avoir parlé de World's End et de Snowpiercer, le numéro 3 est un film qui sort, qui est sorti au cinéma, peut-être même pas ici, mais qui est sorti au cinéma cette semaine, et qui a été présenté pour la première fois au Festival de New York le 13 octobre et qui, de toute évidence, va avoir une mention certaine aux Oscars. Je parle du film Her, qui est le prochain film de Spike Jonze. J'en avais parlé brièvement à l'émission parce qu'elle allait sortir. Je sais pas s'il est sorti sur les écrans ici. Il est techniquement en distribution libre maintenant. Ça veut dire qu'il doit être sur les écrans un petit peu partout à travers le monde, mais je l'ai pas vu affiché ici. Le film Her, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire du personnage de Joaquin Phoenix qui s'appelle Theodore Twombly. Qui a sa job dans la vie, c'est d'écrire son travail, devrais-je dire, son emploi du temps est d'écrire des lettres d'amour pour les gens qui ont de la misère à en écrire. C'est un Cyrano des temps modernes. Il a été malheureusement lui-même délaissé par sa femme et il vit dans un appartement cossu mais isolé de Los Angeles où il semblerait que tout le monde vit une vie un peu similaire, à se parler au téléphone, à pas vraiment se parler, à se croiser dans la rue puis à se parler par texto. Bref, un jour totalement normal dans la vie de la jeunesse actuelle. Donc, ce qui se passe dans ce film-là, par contre, c'est que même si Théodore vit une vie plutôt isolée du reste de l'humanité, comme la majorité de l'humanité, semble-t-il, dans ce contexte-là, on lui suggère de se procurer une nouvelle OS, un nouveau operating system, qui porte le nom de Samantha, qu'il va avoir sur son téléphone. C'est une intelligence artificielle qu'on dit intuitive, émotive et qui vous connaît très bien. Ça ressemble un peu au Siri du iPhone. C'est le Siri++. C'est la version évoluée du Siri qui s'adapte et qui devient finalement partenaire de son utilisateur. On ne croit pas si bien dire puisque l'histoire de Her, donc en français elle, c'est l'histoire d'amour entre Théodore et Samantha, donc son système d'opération, qui va devenir vraiment, il va se rendre compte qu'il est beaucoup plus heureux avec elle qu'avec n'importe quelle autre personne vivante. Ça va être un problème, spécialement, et ça va être un problème, mais ce sera pas nécessairement un cas de bizarrerie. On n'est pas ici dans l'univers de, mettons, Lars and the Real Girl, où on remet en question, je sais pas si vous avez vu ce film-là, où il y a quelqu'un qui s'achète une Real Doll, j'ai le droit de le dire parce que c'est un nom de compagnie, effectivement, et qui va essayer d'en faire sa partenaire de vie idéale, où on se pose des questions sur sa santé mentale. Non, parce que ici Théodore n'est pas le seul. Il y a d'autres personnages dans le film qui se sont liés d'affection avec leur système d'opération sur leur téléphone, et donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant dans cet univers-là. Tout le monde aime sa Samantha. Tout le monde aime sa Samantha ou son Samantha, s'il y a une version masculine. Tout le monde, donc, en fait, beaucoup de gens sont en train de tomber en amour avec leur système d'opération, et on suit Théodore et Samantha, qui elle aussi va évoluer, qui est la voix de Scarlett Johansson quand même, et qui elle aussi va évoluer, il va se mettre à tomber graduellement en amour. Mais est-ce de l'amour? Est-ce de l'illusion de l'amour? On le sait plus. Je trouve cette prémisse-là encore plus épeurante que celle de Terminator. C'est probablement la version la plus... Je dirais que ça serait, si on parlait la semaine dernière du relancement de Terminator, peut-être que ça devrait partir sous cette optique-là. Peut-être que Skynet, dans le fond, n'est qu'un vaste réseau de contacts qui a dégénéré. Et donc, c'est Spike Jonze qui réalise. Spike Jonze qui nous avait donné Dans la peau de John Malkovich, qui nous avait donné Adaptation et l'adaptation aussi au cinéma de Max et les Maxi-Monstres, Where the Wild Things Are. Donc, c'est toujours un peu tordu, un peu controversé. Je vous suggère d'aller voir ça.
pour les questions éthiques que ça soulève, mais aussi parce que le jeu est tellement attachant. Si Joaquin Phoenix n'était pas capable de tenir son bout, ce film-là s'écroulerait, parce que c'est vraiment juste un homme et son iPad qui se parlent. Alors ça pourrait s'écrouler, mais c'est vraiment super intéressant et c'est super intelligent. Donc voilà, ça c'est le numéro 3. Nous sommes rendus au numéro 2! Le numéro 2 n'est pas un film de science-fiction, mais on s'y croirait. C'est en fait un pseudo-documentaire. C'est un film c'est un film indépendant de Andrew Bujalski, qui a été présenté au film de Sundance et qui est maintenant disponible. Vous pouvez les retrouver en téléchargement libre. J'essaie de trouver le site sur lequel j'ai trouvé. En tout cas, il y a un site internet officiel. Tu nous mettras ça sur la page Facebook. Je vais vous mettre ça sur la page Facebook qui s'appelle Computer Chess. Ça se passe en 1982. Où ce sont un paquet d'experts, vraiment plus que des geeks. On parle de nerds de la plus haute instance qui cherchent à créer le prochain super ordinateur qui va pouvoir jouer aux échecs et battre le champion local. On est donc le prochain Deep Blue. Le prochain Deep Blue, sauf qu'on est en 1982. Il n'y en a pas eu encore de Deep Blue. Ils sont en train d'essayer de le créer et et c'est une compétition littéralement pour voir qui va être le plus finalement plus intelligent et créer un ordinateur plus performant que les autres. Et on se rend compte que c'est une compétition féroce, une compétition dans laquelle la diffamation, des fois la violence verbale, des fois la violence physique est à l'œuvre. Et ça présente sous un jour un peu... on se rend compte que les ordinateurs, c'est un petit peu comme le Robot Wars de l'époque, sauf qu'on joue aux échecs au lieu de les faire se taper dessus. Et chaque chose vient en temps. Chaque chose vient en temps et... Je suis pas sûr que ça se tienne. Mais ok. Mais chaque chose vient en temps et et on voit ici les prémices de la compétition entre les grands esprits. Ce n'est pas tout le monde qui est en collaboration là-dedans. C'est vraiment quasiment un film sportif, mais avec il y a même un montage à un moment donné. Il y a même une séquence raccourcie où on voit l'entraînement et la programmation des ordinateurs. C'est presque ça et c'est tourné avec le plus grand kitsch possible. Ça a l'air quasiment réel au début, mais à un moment donné, on se rend compte, mais ça n'a pas d'allure. Personne n'est habillé comme ça, même en 1982. Donc, c'est pas basé sur des faits réels. C'est basé sur des vraies compétitions. Inspiré de faits réels, voilà. Je pense que c'est le terme qui est maintenant de rigueur, particulièrement cette année. Je peux vous montrer l'image de la pochette, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que ça... on dirait vraiment un documentaire. On dirait une vieille pochette d'Atari, justement. Ouais, puis d'ailleurs, elle est pré-salie, si jamais, pour y donner encore plus d'aspect ancien. Et maintenant, nous sommes rendus à mon film de l'année qui a été complètement ignoré. Complètement? Alors, presque complètement. Donc, Simon, étonne-nous. Mais avant, juste pour garder l'esprit, veuillez ignorer le numéro 1 pour qu'il reste ignoré. D'accord, oui. Sinon, il va descendre à numéro 5, il va pouvoir recommencer. Sinon, il va devenir mainstream et ça veut dire il sera dans la culture populaire et ça veut dire qu'on perd une partie de notre auditoire qui refuse absolument tout ce qui est... Puis on ne pourra plus l'écouter. Si tout le monde l'écoutait, pourquoi j'écouterais? C'est vrai. Quel avantage cela me donnerait-il au-dessus de mon prochain? Absolument aucun. Alors, le film s'appelle... Il n'y a pas encore de version française, du moins pas que je connaisse, qui s'appelle Upstream Color. Est-ce que vous avez une idée ou une quelconque concept de ce que c'est? Absolument non. Upstream Color, et pourtant ça a gagné des prix. C'est le dernier film du gars qui a réalisé Primer, qui est Shane Carruth. Est-ce que vous avez vu le film Primer? Oui. Qui était un film sur le voyage dans le temps, qui est extrêmement complexe, mais extrêmement réaliste. C'est sans doute le plus réaliste qu'on a vu en termes de voyage dans le temps. Et c'était réalisé avec 3 fois rien. Des bouts de ficelle et des trombones. Un MacGyver de film. Et c'est un peu le cas de Upstream Color, mais réalisé quand même avec un meilleur budget. C'est avec des acteurs semi-connus. Amy Seimetz, Shane Carruth qui joue dedans aussi, qui est le réalisateur qui joue dedans. Vous pouvez les chercher, ils ont pas joué dans grand chose. Et ce qui se passe dans ce film-là, c'est un film de science-fiction à saveur romantique. Il va y avoir une rencontre entre deux personnes, un homme, une femme. Et qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Eh bien, c'est qu'ils sont tous deux été habités par le même parasite.
la même créature, on le décrit comme une espèce de ver solitaire qui a grandi en eux. C'est une entité extraterrestre, quelque chose? C'est pas une entité extraterrestre, c'est juste un parasite qui existe sur Terre et qui a été récolté par un personnage mystérieux qu'on appelle le voleur, The Thief, qui a tendance à capturer des gens dans la rue ou dans les bars et à les droguer et à les maintenir pendant quelques jours avec ce parasite-là à l'intérieur d'eux-mêmes, qui les met dans un état de suggestibilité, donc un état de quasiment d'hypnose où on peut leur suggérer de faire des choses comme vider leur compte en banque, par exemple, ou aller faire la vaisselle, tout un paquet de choses qu'on refuserait de faire si on était des êtres pensants. Et donc il leur injecte ce parasite-là et les collectionne sur une ferme. Et donc, on suit le personnage de Chris, qui est la fille, qui est jouée par Amy Seimetz, qui va se faire capturer au début du film et qui reçoit le parasite et pendant les premiers instants du film, va vivre une espèce va vivre dans un nuage et ensuite revient et se rend compte qu'elle a perdu sa job, elle est rendue, elle a vidé son compte en banque, elle n'a plus rien. Et quelques temps plus tard, va rencontrer une autre personne de laquelle elle va se lier littéralement d'amour, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est capable de détecter ses émotions, elle est capable de détecter les choses qu'il ressent, elle est capable de détecter des changements dans son corps. Semble-t-il que le parasite ait des effets extrêmement bénéfiques sur le corps de l'être humain, dont celui d'être capable de augmenter la sensibilité et maintenant capable de détecter des changements dans son organisme, dans les organismes des autres, et maintenant une espèce de lien empathique, téléempathique avec les autres personnes qui ont été infectées par ce parasite-là. Et maintenant que les deux personnages se rencontrent, puis on a vécu la même chose. On pourrait presque retracer notre capteur, trouver qui est derrière tout ça. Et ils commencent à se lier d'amour. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ou c'est juste parce qu'ils sont infectés par la même bébite gluante? C'est ce que vous découvrirez à l'intérieur de ce film. C'est superbement complexe. C'est exactement du même ordre intellectuel que Primer avait pu l'être, mais ça soulève des grandes questions. Autant on avait parlé de Her plus tôt, dans laquelle les questions éthiques étaient soulevées. Ici, il y en a d'autres qui vraiment... Et ça rajoute une touche de... Je saurais pas comment décrire ça, à part une touche de gluant aux histoires d'amour traditionnelles. Oui. C'est aussi une espèce de thriller. L'amour traditionnel peut être très gluant. Oui. Merci Simon. Merci de nous rappeler à tous que c'est... Oui, d'accord. Et c'est aussi une espèce de poursuite policière. Il y a une enquête là-dedans. Mais vraiment, ce qui vend le film, ce qui fait que le film est particulièrement fascinant, c'est la chimie entre les deux personnes. C'est ce qui fait que les deux personnages sont... c'est vraiment, on se transpose dans, ça change complètement le film en plein milieu. Une fois qu'on est rentré dans l'histoire d'amour, on se rend compte, mon Dieu, ok, c'est pas vraiment on parle pas vraiment des mêmes choses. Donc c'est un beau mélange de genres. C'est un beau mélange de genres. Mais Primer était aussi un beau mélange de genres. C'était vraiment Shane Carruth à surveiller. C'est lui qui fait la musique, c'est lui qui filme, c'est lui qui fait le montage. Il fait tout dans ce film-là. La seule chose qu'il fait pas, c'est jouer. Ah non, il joue dedans en plus. Alors il a écrit le scénario. Shane Carruth à surveiller. Selon moi, ça va être un des grands réalisateurs. Peut-être comme Neil Blomkamp a pu l'être à ses débuts, et quand il a sorti finalement, quand il a sorti District 9, il avait été acclamé par la critique. Je pense qu'on a beaucoup à suivre de lui. Monsieur Carruth, s'il fait tout, probablement que la production lui a mis un de ses verres et lui a dit, tu fais tout toi-même. Mais il est lui-même producteur. Il s'est auto-suggéré. Voilà à quel point c'est complexe. Et voilà, messieurs et dames, voilà mon top 5 des films qui sont passés sous le radar, des films de science-fiction qui sont passés sous le radar en 2013. Je vous suggère d'aller à votre console internet la plus proche et d'essayer tant bien que mal de les y trouver. Je vais vous mettre des liens sur le site des Geeks Contre-Attaque. Merci beaucoup, Monsieur Trudeau, pour ce délicieux top 5. Nous allons partir en musique. Alors, voici... La chanson de la semaine 2! Oui, la chanson de la semaine 2. Cette fois-ci, nous allons encore rester en musique de jeux vidéo. Et nous avons pour vous la musique d'introduction du menu principal du dernier Assassin's Creed Black Flag, celui avec plein de pirates et des bateaux sur lesquels tu tires dessus et qui prennent en feu, puis que finalement tu t'es rendu compte que tu avais couler le bateau plutôt que le piller, puis là t'es bien triste. Donc on se revoit dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque. C'est parti.
Et oui, ce fut bref mais touchant. C'était donc le thème du menu principal du dernier Assassin's Creed, qui est d'ailleurs probablement ce que je vais faire de mon temps des fêtes. Oh oui. Bon, Car on peut se permettre durant le temps des fêtes de perdre des journées entières devant une console de jeu, car c'est vraiment... À quoi d'autre sert le temps des fêtes? Ben moi, j'ai vu qu'il y avait un DLC qui allait sortir de Assassin's Creed fait par Ubisoft Québec, je pense. J'ai pas regardé les derniers, mais ils ont fait une petite vidéo où ce que les personnages justement étaient sur des structures de Québec. Je sais pas si ça annonçait un DLC inspiré par la ville de Québec. Faudrait que j'aille vérifier. Là, je suis pas très à jour dans mes je vais vous contenus mettre au téléchargeables courant sur le compte Facebook des Geeks Contre-Attaque. Tant qu'à être dans le sujet, monsieur. Chronique Jeux vidéo! Donc, chronique jeux vidéo, on est dans le temps des fêtes. Et quand on dit temps des fêtes, on dit solde de Noël. Et quand on dit solde de Noël, on dit... Mort et destruction. Moi, j'allais dire la vente des fêtes d'hiver de Steam pour les joueurs PC. Ah, donc, aussi. elle est commencée depuis déjà, je crois, une journée ou deux. Et à tous les 12 heures, tous les 24 heures, les rabais principaux changent, ainsi que des rabais tous les 8 heures. Donc, profitez-en. Exemple, présentement, il y a le délicieux jeu en monde ouvert Sleeping Dogs. Si vous aimez le Grand Theft Auto, mais avec du Kung Fu, ça vaut la peine. Il est à 5$. C'est quasiment du vol. 5$. 5$. Je me suis procuré, moi, la semaine dernière, en fait, cette semaine, je me suis procuré le Witcher 2 à exactement 5$. Je trouvais que c'était, pour 5$, franchement, là, pour le prix d'un café, là, un bol de café, là, une brûlerie, là, ça vaut vraiment Mais si vous vouliez jouer à Arkham Origin et vous aviez pas joué aux deux jeux précédents de Batman, le City est à 8$ et le premier est à 5$. Aussi, toi, je crois que tu y as joué, je vais me l'acheter à ce prix-là, c'est sûr. La série Wolf Among Us de Telltale, celui qui avait fait les Walking Dead, la série épisodique, c'est basé sur la bande dessinée Fable, qui est imaginée si, au lieu d'être la petite Italie, il y aurait un quartier dans une ville qui serait la petite Conte de Fées, où toutes les créatures de Conte de Fées seraient forcées de vivre dans le même secteur, et un détective qui est un loup-garou, est un détective privé qui doit découvrir le crime qui s'est passé dans ce quartier-là. Il y a eu un meurtre et c'est film noir, mais avec des créatures de films d'horreur, les cochons, toutes ces petites choses-là. Donc, seulement présentement, c'est 16$ au lieu de 25$. C'est quel style de jeu? C'est jeu d'aventure, avec des puzzles, un peu d'action. Comme Telltale, c'est si bien les faire. Oui. D'ailleurs, ils ont annoncé un jeu de Game of Thrones et un jeu de Borderlands de ce style-là aussi. Absolument. En fait, Telltale vend dans les voiles ces temps-ci. En fait, depuis le succès des premiers épisodes de Walking Dead, d'ailleurs, le nouveau vient tout juste de sortir, le Walking Dead 2. J'ai même pas eu le temps encore. C'est remarquable. C'est pas, en fait, la qualité de leur jeu, c'est pas qu'ils sont extrêmement, c'est pas que la jouabilité est particulièrement forte. Leur engin est vieux et usé, là. Ils ont besoin de le changer presto. Oui, mais il est efficace. Oui. Je veux dire, c'est presque la même chose. Les graphiques se ressemblent quasiment, justement, on parlait de Borderlands, ça ressemble à Borderlands. Mais ce qui rend les jeux particulièrement intéressants, c'est l'aspect narratif. Chaque choix qu'on fait dans les histoires a une conséquence sur la suite, et il y a pas de plus en plus on s'éloigne du système de moralité blanc et noir. C'est seulement vous faites des choix, il y a des conséquences. Ce n'est jamais la meilleure conséquence et la moins bonne conséquence, c'est toujours une conséquence. Ouais. Et des fois, c'est des choix qui sont absolument déchirants. Qui sauverez-vous? Choisirez-vous de le jeune ou le vieux? Le jeune ou le vieux. Choisirez-vous de nourrir quelqu'un qui est blessé, ou garderez-vous la nourriture pour ceux qui vont survivre? Ça, c'est juste dans Walking Dead, mais on voit très bien comment ça peut s'exporter, spécialement dans un univers comme Game of Thrones, où il me semble que c'est juste ça qu'il y a tout le temps. Oui, il y a beaucoup on pourrait dire de placotage, mais ça mène bien à des intrigues politiques, puis des doubles jeux, des mensonges, des calomnies et des choses comme ça. Des choses qui ont l'air de des très bonnes idées quand on en prend la décision, et qui par la suite s'avèrent à se retourner contre nous de façon... On se fait mordre les fesses par nos propres idées et nos propres actions. Quand on se fait pas trancher la tête et ou égorger devant ses enfants. Alors, ouais, rendu là, c'est un ou l'autre. Spoiler! Spoiler! Dans Game of Thrones, il y a du monde qui meurt. Ok, fin des spoilers. Re-spoiler, c'est du monde qu'on aime.
Fin spoiler. Bon. Oui, hey, moi j'ai quelque chose justement maintenant qu'on est en train. Est-ce que t'avais vas-y Simon. J'ai cru comprendre que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une critique de jeux vidéo. Je pense qu'on en arrête 2 si on est capable de les faire rapidement. Hey, ok, il faut les faire extrêmement rapidement dans ce cas-là. Oui, d'accord. Oui. Maintenant qu'il y a des ventes sur Steam, surveillez très bien parce que moi j'ai un petit jeu indépendant à vous suggérer pour le temps des fêtes. En fait, c'est vraiment ça se fait en une soirée. C'est une affaire super courte mais d'extrêmement dense, d'extrême qualité. Ça s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons. C'est passé, ça a été assez bien reçu cet été, mais c'était sous le radar. C'était sous le radar un peu. Si vous avez pas joué à ça, allez jouer à ça. Ça se fait en une soirée. Quel type de jeu? C'est bizarre. C'est un jeu de, j'ai le goût de dire, c'est un petit peu un jeu de puzzle où vous contrôlez les deux personnages, un avec chaque analogue. Ok. Il y a deux frères et donc chaque frère a des habilités. Faut vous les contrôler. Ça demande que vous sépariez votre cerveau en deux pour utiliser les deux. Et ce qui rend ça mémorable, c'est que l'histoire est super simple. C'est deux frères qui ont entrepris de sauver leur père mourant en allant chercher l'eau de l'arbre du monde qui est situé au bout du monde. Le classique. Et le classique. Mais si vous arrivez à vous rendre à la fin de ce jeu-là, c'est une des meilleures fins de jeux vidéo que j'ai jamais vues. On vous demande de faire quelque chose que j'ai jamais vu dans aucun autre jeu vidéo. Je vous raconte pas, mais j'étais en larmes. C'est absolument touchant comme jeu. Excellent. OK. Autre Express, le deuxième. On va aller quelque chose de beaucoup plus léger. C'est pour mobile. Ça vient tout juste de sortir cette semaine. Bon, il est sorti le nouveau Cut the Rope. Si vous aimez ça, Cut the Rope, encore meilleur. Mais moi, lui que je vais vous parler, c'est Colossatron. Parfois, il y a un jeu qui semble avoir été créé pour vous. Vous le regardez et vous dites, ils ont créé ce jeu-là uniquement pour moi. Et dans ce cas-ci, c'est ce qui m'a touché avec Colossatron. Imaginez... imaginez cela. C'est une émission de nouvelles en manga où ce qu'ils annoncent que le Colossatron vient détruire la Terre. Le Colossatron est un gigantesque serpent robot qui détruit les villes. Et il mélange un peu le fait grouper des couleurs un peu comme les Bejeweled, ces choses-là, et un tower defense où ce que vous avez des tourelles que vous devez placer. Donc vous avez un gigantesque serpent que vous rajoutez des modules de couleurs. Quand vous mettez 3 modules de la même couleur, il se groupe pour faire un plus gros module. Quand vous mettez des modules de 2 couleurs différentes, les couleurs primaires se mélangent pour faire des couleurs complémentaires et vous devez rendre votre serpent de plus en plus gros et de plus en plus résistant pendant qu'il se promène puis qu'il détruit la ville et qu'aux nouvelles vous entendez l'annonceur de nouvelles dire que l'armée vous envoie ses nouveaux chasseurs de chasse et vous devez créer un serpent qui va détruire de plus en plus la ville. Et c'est sûr qu'un chasseur de chasse, ça chasse en mots. Oui. Sans son chien. Oui. Et à la fin, bien sûr, vous avez un rapport comme les nouvelles qui disent, bon, ben le Colossatron a fait 16 milliards de dégâts et a détruit la ville au complet. Et vous dites, ben c'est moi qui ai fait ça. Le but du jeu, c'est de faire le plus de dommages possible. Oui. C'est un peu comme fantastique. C'est un peu comme le bon vieux Rampage, mais avec beaucoup plus de serpents mécaniques et de tourelles de défense. On mélange Godzilla, Tetris et plein de choses merveilleuses. Oui, donc c'est 99 sous. Il y a un petit peu de microtransactions que vous pouvez éviter si vous jouez. Donc, c'est fait par l'équipe qui vous a amené Fruit Ninja et puis Jetpack Joyride. Donc, c'est une équipe que l'on peut faire confiance. Alors voilà. Est-ce que vous avez une suggestion jeu Pour l'instant, moi, vos suggestions, ça remplit mon bon Noël de jeux vidéo, là, je dirais. Très bien. Alors, si je peux juste me permettre, juste me permettre avant de partir, petite parenthèse, on a eu beaucoup de jeux de très haute qualité cette année. En fait, moi, au début de l'année, je me rappelle, je me dis que je sais pas exactement ce que j'attends. Puis finalement, en bout de ligne, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus, presque plus de jeux auxquels on a joué cette année qui étaient absolument mémorables. Beaucoup de petits indépendants. Je commence à recevoir mes alphas des projets que j'ai donné de l'argent sur Kickstarter. Oui. J'ai reçu récemment le jeu basé sur la nouvelle série des Cités d'Or, qui est un petit jeu de puzzle où vous contrôlez les Esteban, Tao et Zia. Et chacun ont des habilités, puis faut sortir de des cavernes ou des structures. Parlant des Cités d'Or, là, je suis en train d'écouter la série présentement. Ça passe à Télé-Québec. Excellent. Je vous fais un review dans pas long. Parfait. C'est excellent, ça. Alors, suivra. Suivra tout feu, tout flamme, tiens. Pour chasser le froid de l'hiver. Exactement. Oh, ça sonne déjà la fin. Oui, donc mon nom était Simon Boucher et le sera toujours. Monsieur Simon Trudeau, merci d'être avec nous. Et bon joyeux Noël à chacun d'entre vous, pauvre mortel. Monsieur Philippe Jacques, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Joyeux Noël à tous. Mikey, joyeux Noël. Toujours un plaisir. Joyeux Kwanzaa à tous. Donc, passez un bon temps des fêtes et salut les geeks.